Fresh Morning. Fresh Morning. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, on est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour Dafresh. On parle de quoi ce matin? On va parler de la rencontre au sommet qui s'est déroulée hier dans une villa sur les bords du lac Léman. C'est un lac situé en périphérie de la ville de Genève en Suisse. Et c'est dans cette villa-là que s'est tenue la première rencontre au sommet entre le président américain Joe Biden et son homologue russe Vladimir Poutine. Alors, les deux hommes, on attendait, la communauté internationale était suspendue à cette rencontre-là, puisque il faut savoir que depuis l'arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche, des paroles que celui-ci prononçait à l'endroit du président russe n'étaient pas particulièrement d'une grande courtoisie. Et donc, on n'a pas oublié, il y a quelques semaines, Joe Biden qui traitait Vladimir Poutine de criminel, et Vladimir Poutine aussi l'a traité de nom d'oiseau. Donc, vraiment, on pensait que ça n'allait rien augurer de bon, cette rencontre-là entre Biden et Poutine, mais on s'est totalement planté, puisque lorsque l'on a suivi les conférences de presse distinctes données par les deux présidents, c'est à peu près le même vocabulaire qui est sorti des deux côtés, c'est-à-dire que les deux hommes ont reconnu que les discussions ont été courtoises et constructives et que les deux parties étaient ouvertes dorénavant à maintenir ce dialogue-là pour les semaines ou les années qui viennent. Tant les dossiers sur lesquels il fallait échanger étaient nombreux. Donc, ça avait aussi bien les problèmes liés aux droits de l'homme, les problèmes liés aux cyberattaques, les problèmes liés à, si tu veux, les conflits que se livrent les Américains et les Russes par pays interposés. On peut parler de la Syrie, on peut parler du Venezuela, et puis donc toutes ces questions-là, et puis il y avait les questions économiques aussi, mais toutes ces questions-là, évidemment, ont été mises sur la table. Et puis la deuxième chose qui a un peu surpris les gens, c'est que initialement prévu pour durer entre 4 et 5 heures, cette rencontre n'a finalement duré que 3 heures. Et donc, selon les éléments qu'ils ont pu fournir à la fin de cette rencontre, ils ont tout simplement dit qu'ils avaient fait le tour de toutes ces questions et que, évidemment, le reste, ils le feraient au fur et à mesure des rencontres. Mais en tout cas, ce qui est positif dedans, c'est qu'il y a un véritable dialogue entre les deux leaders mondiaux et surtout, il ne faut pas l'oublier, la présidence de Donald Trump était un peu compliquée, notamment pour Donald Trump, dès qu'il est arrivé à la Maison-Blanche, on l'avait accusé que c'était grâce au soutien des cyberattaques russes que celui-ci avait pu remporter la présidence, où près de 20 000 mails de celle qui était sa challenger, enfin son adversaire à l'époque, Hillary Clinton, avait été dévoilés par des hackers russes. Et les éléments, le fait qu'on avait dévoilé ces mails-là avait donné le sentiment aux Américains que, surtout, que l'on avait découvert que Hillary Clinton n'avait pas utilisé le serveur qui était hyper sécurisé du département d'État, dont elle avait la tête, mais elle avait utilisé un serveur personnel, un serveur privé, et c'est ce serveur privé-là qui avait été piraté, soi-disant par des hackers russes, selon les autorités américaines à l'époque, et c'est la divulgation de ces 20 000 mails-là qui avait, si tu veux, fait pencher la balance en faveur de Donald Trump, et c'est ce qui lui avait permis d'arriver à la Maison-Blanche. Donc, une fois installé, il lui était difficile à la fois d'avoir un langage conciliant avec la Russie, sinon il serait traité par l'opposition démocrate de quelqu'un qui s'est couché devant la supériorité de Poutine, puisqu'on estime que, selon les Américains, notamment c'est la CIA et la NSA qui portent ces accusations-là, que le gouvernement russe, officiellement, pas officiellement, mais à la disposition de certains groupes cyberterroristes, des moyens conséquents donc, pour mener ces attaques-là. Donc, on a, au niveau de la Russie, un cyberterrorisme d'État, si on peut parler ainsi. Et donc, il était difficile d'avoir un langage conciliant. Et s'il avait, et d'autant plus que durant la campagne, et ça on l'a découvert après, que des proches de l'équipe de campagne de Donald Trump avaient rencontré des officiels russes, soi-disant pour obtenir des informations susceptibles de faire tomber Hillary Clinton. Donc tout ça avait quelque peu rendu difficile
les relations entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Et donc, Donald Trump, ne pouvant pas avoir un langage de dialogue ou un langage de proximité ou un quelconque rapprochement avec la Russie, avait donc décidé de le rendre, de tendre les muscles et de mettre en place une série de sanctions, à chaque fois multiplier les sanctions, et surtout que sur cette question-là de la Russie, Donald Trump, c'est l'une des rares questions avec lesquelles Donald Trump était totalement d'accord avec les Occidentaux. Il ne faut pas oublier qu'en 2014, avec l'annexion de la Crimée par la Russie, cette partie de l'Ukraine qui, après des heures, enfin, après une espèce de révolution, a été annexée de force par la Russie, les Occidentaux ont mis en place des sanctions contre la Russie et les États-Unis de Donald Trump sont venus s'aligner sur ces sanctions-là. Alors, Joe Biden n'a pas dit qu'il va y mettre un terme, mais si tu veux, la différence avec Joe Biden, c'est que Joe Biden a préféré, entre la Chine et la Russie, il a préféré négocier avec la Chine parce qu'il discuter avec la Russie parce qu'il estime que en termes de danger, en termes de menace en fait pour les États-Unis, la menace russe est moindre que la menace chinoise. Et donc, comme il ne peut pas ouvrir deux fronts en même temps, un face à la Russie et l'autre face à la Chine, lui, il a privilégié la menace qui est économique et technologique, donc la menace chinoise, et donc il a décidé de tempérer les relations avec la Russie. Or, les Occidentaux, les alliés américains, donc européens, eux, auraient espéré une autre démarche de la part de Joe Biden, à savoir avoir plutôt un durcissement vis-à-vis de la Russie, parce qu'ils considèrent, eux, que la menace russe est plus importante que la menace chinoise, parce que la Russie intervient clairement dans le dossier ukrainien. La Russie met tout en œuvre pour essayer de mettre des bâtons dans les roues. On le voit en Syrie, on le voit au Venezuela, on le voit même en Afrique aux Européens. Et donc, les Européens estiment que la véritable menace, c'est la Russie. Sans oublier aussi tout ce qui se passe dans les anciens pays de ce qu'on appelait le bloc soviétique et qui veulent entrer soit dans l'OTAN, soit dans l'Union européenne, mais pour lesquels, évidemment, la Russie met tout en œuvre, selon les autorités européennes, en mettant en exergue toute leur panoplie de moyens de déstabilisation pour empêcher ces rapprochements-là vers les pays européens. Et donc, c'est, si tu veux, cette divergence de vue-là, mais Joe Biden a donc maintenu un certain positionnement qui est assez proche de celui de Donald Trump, qui est de dire que, attention, vous avez un certain nombre d'actions que vous avez menées et les États-Unis ne vont pas laisser passer certaines d'entre elles. Et donc, il s'agissait, comme on dirait, de fixer les lignes rouges, selon, en quelque sorte, l'idée que Joe Biden a voulu véhiculer au cours de cette conférence de presse. Maintenant, on va voir ce que ça va donner à l'avenir. Ce qui est intéressant, c'est que les deux parties avaient des reproches à se faire. Vous savez que lorsque les États-Unis demandent à la Russie, par exemple, d'être beaucoup plus conciliante, notamment en ce qui concerne les droits de l'homme, parce qu'évidemment, on a le cas des opposants, Vladimir Poutine, dont le plus important est Alexei Navalny. Les Russes rétorquent aux Américains qu'il ferait mieux de regarder aussi les droits de l'homme chez eux, avec les cas de meurtre de Noirs, des violences policières. Et donc, tout ça fait que, également, sur le plan économique, il y a également, il n'y a peut-être pas autant de tensions qu'avec la Chine, mais aussi bien sur le plan militaire, sur des questions militaires, il y a des tensions. Mais il y a aussi, il ne faut pas que les auditeurs l'oublient, il y a aussi des domaines dans lesquels les Américains et les Russes ont toujours coopéré depuis des années. Le domaine spatial. Voilà, et où tout se passe très bien. La NASA coopère avec l'agence spatiale russe et ils s'échangent régulièrement des informations. C'est le seul domaine où véritablement il y a une coopération sans aucun filtre. Donc la coopération spatiale. Et pendant des années, les astronautes américains, avant l'avènement de SpaceX, utilisaient des lanceurs russes pour aller sur la station spatiale internationale. Et il ne faut pas oublier qu'avant même la construction de la station spatiale internationale, la Russie était le seul pays au monde à disposer de sa propre station spatiale
spatiale. Et donc, les Américains, parfois, allaient dans cette station spatiale pour les séjours dans l'espace de longue durée. Bon, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On a la Station spatiale internationale qui est plutôt l'émanation d'une coopération entre divers pays industrialisés, à l'exception de la Chine, parce que la Chine est maintenant, comme la Russie il y a 30 ans, le seul pays à avoir sa propre station spatiale. Elle a déjà été mise sur orbite et elle commence déjà à fonctionner puisque le premier vaisseau habité avec des spationautes à bord s'est arrimé hier aussi sur la station spatiale chinoise pour la première fois de son histoire et donc elle est devenue pleinement opérationnelle. Donc les Américains font savoir à la communauté internationale qu'ils vont discuter désormais avec la Russie, mais en mettant bien entendu des lignes rouges parce qu'ils estiment qu'ils n'ont absolument rien à gagner en recréant une espèce de tension qui soit semblable à celle de l'époque, la triste époque de la guerre froide. Et donc pour eux, il n'y a pas de raison de ne pas maintenir le dialogue, même si aux États-Unis, aussi bien les républicains que l'aile gauche du Parti démocrate ont vu d'un très mauvais œil ce sommet-là parce qu'ils estiment qu'à travers cette rencontre-là, Joe Biden offre, si tu veux, une tribune médiatique à Vladimir Poutine. Et pour eux, Vladimir Poutine est un dirigeant qui ne mérite justement pas une telle ouverture médiatique. Mais Joe Biden en a décidé autrement. Et il faut aussi bien comprendre que Joe Biden, dans ce cas-là, essaie de se positionner en totale opposition avec celle de son prédécesseur. Comme je l'avais dit, son prédécesseur ne voulait absolument pas dialoguer avec Vladimir Poutine pour les raisons que je viens d'expliquer. Et donc, Joe Biden, pour marquer également une différence notoire entre le positionnement de Donald Trump, son prédécesseur, et le sien, a décidé néanmoins de mettre en place un canal de discussion et on va voir par la suite ce que cela va donner. Merci Jean-Paul. Tu as regardé le retour de Gbagbo? Oui, absolument. Ça a donné quoi? Ça a donné que le dilemme pour les autorités ivoiriennes était de permettre un retour de Gbagbo sans que cela ne se transforme en une espèce de diffusion de joie populaire au risque de devenir comme une espèce d'argument pour narguer le pouvoir en place en expliquant que c'est le retour de l'enfance Gbagbo, celui qui avait été injustement accusé. Mais les autorités ivoiriennes au plus haut niveau étaient à l'aéroport pour accueillir l'ancien président. Je crois qu'il a été conduit à son QG de campagne hier et c'est là-bas où il a rencontré les responsables de son parti politique. Il y avait la foule? Il y avait énormément de foule, surtout qu'il y avait aussi plusieurs médias internationaux qui suivaient son arrivée en direct. Et maintenant, aujourd'hui, ce que l'on va essayer de voir, et c'est ce que j'ai expliqué la dernière fois, c'est d'essayer d'en savoir un peu plus sur l'avenir politique de Laurent Gbagbo. Est-ce qu'il va se relancer dans l'arène politique? Pour cela, il faudrait également que la condamnation de 25 ans pour laquelle cette condamnation n'a toujours pas été levée concernant le cas de la BCEAO, cette condamnation-là demeure et on va voir ensuite, mais selon certaines indiscrétions, il semblerait que le président Alassane Ouattara on parle au conditionnel, semblerait ouvert pour le gracier. Mais je pense que cette graciation-là devrait demander préalablement certaines conditions. Maintenant, on va voir si Laurent Gbagbo ou si son camp va accepter toutes les conditions que le gouvernement mettra sur la table concernant le futur politique de Laurent Gbagbo. En tout cas, son futur en tant que citoyen et en tant que ancien président de Côte d'Ivoire a été acté. Elle a été reconnue puisque le transport a été intégralement pris en charge par l'État ivoirien et que celui-ci va bénéficier de tous les avantages liés accordés aux anciens présidents. Donc, ça, on le sait. Maintenant, est-ce que ça veut dire que Laurent Gbagbo aura pris une retraite politique? Je ne le pense pas. Maintenant, si oui, dans quelles conditions est-ce que son action politique va se faire? Est-ce que c'est lui-même qui va revenir au devant de la scène ou bien il va lancer sa jeune garde-là qui lui est restée totalement fidèle durant ces 10 années-là? Donc tout ça, évidemment, ce sont des choses que nous allons regarder avec beaucoup d'attention, notamment dans les jours et les semaines qui suivent. Merci Jean-Paul qui revenait ce matin sur l'actualité internationale sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. Da Fresh Morning.